Bienvenue, peuple de Dieu, dans notre chaîne chrétienne. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être devant vos petits écrans et pour notre séquence de témoignages. Et vous savez, notre but, c'est évangéliser, édifier et consoler les peuples de Dieu. Pourquoi pas dans le témoignage. Et voici, comme la Bible le dit dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. J'ai le réel plaisir de vous introduire Maman Marie Akachi. Maman Marie Akachi, bonjour. Bonjour, Jimmy. Avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez prier. Et aujourd'hui, vous allez témoigner de votre vie, comment le Seigneur vous a changé. Et sans plus tarder, Maman Akachi, je vais vous demander de faire une prière. Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur des ciels et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme à son image. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Éternel, je te remercie pour ta grandeur et ta puissance, Père. Yahweh, j'aimerais te dire merci pour toutes choses. Merci pour mon frère, pour moi. Merci pour chaque personne, Père, qui écoutera ce témoignage. Merci, Seigneur, pour le monde entier, Père éternel, qui nous suivront. Yahweh, faites-nous du bien. Touchez un frère, touchez une sœur. Yahweh, Père, la mission ou le but de ce témoignage, Seigneur, c'est pour qu'une âme puisse être sauvée. Jésus, nous te remercions et nous recommandons ce moment entre tes mains. Yahweh, nous recommandons tout notre programme entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire, Seigneur, te revienne encore et toujours dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et nous sommes en direct avec Maman Akachi, et je vous laisse suivre ces témoignages. Vraiment, ça va édifier quelqu'un et ça peut aider quelqu'un à croire à Jésus-Christ, parce que, comme je dis, il est le seul chemin, la vie et la vérité. Vraiment, suivons ces témoignages attentivement. Shalom, le monde entier. Je m'appelle Maman Marie Akachi. Je suis une maman, une femme de 6 enfants. J'aimerais partager avec vous la gloire et la grâce du Seigneur qui m'avait accordé sur ma vie. Bien-aimé, il y a quelque chose que je voulais souligner. Je ne suis pas une femme parfaite, je ne suis pas une femme digne. Je suis comment on dit, le résultat de la grâce du Seigneur. Je suis le résultat d'une grâce. Je me retrouve devant vous ce matin à cause de la grâce de Jésus-Christ que je me retrouve là. Je suis une ex-prostituée, une ex-voleuse, une ex, tout ce que vous voulez, tout ce qui est négatif. J'étais quelqu'un qui a pratiqué toutes ces choses. Et le Seigneur, sa grâce a rencontré mon chemin. Et c'est la raison que je me retrouve devant vous ce matin. Alors, pour commencer, je suis une petite fille qui est née au Congo, dans un village très lointain de Kasaï. Alors, mon parcours avait commencé en tout cas, le parcours de l'homme commence toujours le jour où le Seigneur l'introduit au sein de ses parents pour qu'il puisse naître. Alors, j'étais un enfant qui était né dans une famille de 5 enfants. Alors, 5 enfants, c'est par rapport à tous les deux, parce que mon père était polygame. Donc, les 2 femmes de mon père avaient des enfants. Ma mère était la première femme et la deuxième femme avait fait aussi des enfants. Donc, nous étions
4 filles et un seul garçon qui était celui qui me suivait, qui n'est plus. Alors, moi, j'étais deuxième position dans le ventre de notre mère. Parmi les 2 filles que nous étions ou que nous sommes, je suis la deuxième. Alors, mon parcours n'a pas été comme le parcours de tout le monde. C'est vrai, on vivait ensemble, on dormait ensemble, mais j'avais quand même une autre vision où je voyais autre chose, peut-être que les autres ne voyaient pas. Donc, je ne parlais pas, je n'expliquais pas parce que j'étais tellement enfant. Et dans le village où j'étais, c'était complètement impossible. C'était impossible que je puisse rencontrer cela. D'ailleurs, ce sont des choses en fait qui n'ont même pas lieu d'être. Alors, nous grandissons, on était, j'ignore l'âge, mais quand nos parents nous ont abandonnés, je me souviens plus parce que j'étais tellement petite. Alors, notre papa était parti. Lorsqu'il était parti, personne ne connaissait le pays ou l'endroit où notre père était parti. Alors, il nous avait laissé avec notre maman et la famille de notre père. En fait, notre maman était toujours dans ces foyers-là, voilà, dans ce village de Lowonji. Chez les personnes qui connaissent bien Olemba, le village s'appelait Lowonji. Alors, notre papa est parti, on est resté avec notre maman. Ça, c'est l'explication qu'on nous donne parce que je ne me souviens pas à quel âge notre maman et notre papa étaient partis. Alors, on est resté avec notre maman. Après, je ne sais pas combien de temps, notre maman aussi nous a aussi abandonnés. Elle est partie. Elle est partie où? En Angola. Alors, nous, on était restés dans ce village-là. Tous les 5, on était abandonnés par nos papas d'abord, notre papa d'abord. Après, nos mères, nos parents maternels nous ont laissés aussi. C'est que ce soit notre maman, que ce soit la maman des autres, tous, ils nous ont laissés parce que chez nous, l'enfant appartient au père. Et nos mamans n'avaient pas la capacité de nous prendre pour nous amener avec elles. Donc, ils nous ont laissés avec les grands-mères paternelles. Alors, c'est à ce moment-là que nous, notre calvaire avait commencé. On s'est retrouvés avec les grands-parents paternels au village, dans ce village de l'ONG. Mais moi, j'avais une autre façon de vivre, en fait, ou de voir les choses. Moi, en fait, je voulais aller à l'école. Moi, je voulais aller à l'école parce que je voyais les gens partir à l'école. C'est vrai que l'école qui était là-bas, c'était pas vraiment ça. Mais je voulais. Alors, on pouvait essayer d'y aller. On peut aller un jour, deuxième jour, on doit aller au champ. On peut aller un peu, il faut aller au champ. En tout cas, il n'y avait pas ça. Mais moi, je voulais vraiment être à l'école. Malheureusement, c'était pas le cas. Nous partons au village. Et on a subi les choses que les enfants ne peuvent pas supporter à l'âge qu'on était, qu'on nous avait laissé. Que ça soit sur la pluie, que ça soit il y a le soleil, chaque jour, on doit aller au champ. On doit aller cultiver de quoi manger. C'est nous, 4, qui devions y aller avec les paniers. Même s'il pleut, on doit aller. On doit aller creuser le tubercule. On doit aller chercher le fait de manioc. On doit aller. En tout cas, c'est nous qui devons nourrir la maison. Bien aimé, c'était pénible. Il y a les moments où on pleurait. Ça, c'est maintenant, là, c'est maintenant quand je me souviens. Il y a les moments où on pleurait en route, en chemin, lorsqu'on partait au champ. On est en train de pleurer en chemin. On pleure. Nous sommes en train de pleurer parce que on voit les autres enfants comme nous qui sont à la maison, en train de s'abriter, en train de se réchauffer autour d'un feu. Mais nous, même s'il pleut sur la pluie, nous sommes en train de nous mouiller pour aller au champ. Ça n'a pas été facile. Alors, on a continué comme ça jusqu'à mon aîné. Non, à l'âge de 8 ans, on est venu nous annoncer que notre maman est de retour, mais elle n'est pas venue là où elle nous a laissé le côté paternel, elle est venue chez elle. Alors, dans un autre village encore un peu plus lointain, aux missions kimbanguistes de Lokombe Fataki, chez les personnes qui connaissent là-bas. Alors, notre maman était de retour. On a envoyé quelqu'un pour venir nous chercher.
Je me souviens encore. Et cette personne était venue avec un vélo pour nous prendre. Alors, moi, j'avais le pagne parce qu'il n'y avait pas d'habit. On m'avait pris une espèce de pagne. On m'avait mis comme ça au cou, à la poitrine comme ça, là, en tout cas. Et on nous a mis dans le vélo, on nous a amenés. On a vu notre mère. Alors, on a vu notre mère qui n'était toujours pas là. Mais on était heureuse. On croyait que à son retour, on vivrait peut-être plus mieux que ça. Parce que là où on était, honnêtement, c'était vraiment pas facile. On n'est parti pas à l'école. Alors, moi, mon problème, c'était l'école. Donc, je me disais que bon, là, je vais aller à l'école. Et lorsqu'on est venu dans ce village-là, j'ai vu que l'école était un peu plus perfectionnée par rapport à là où on était. Et j'ai espéré toujours que je vais aller à l'école. Alors, notre maman, malheureusement, n'était toujours pas là. En tout cas, elle n'était pas disponible à garder ses enfants. Elle n'était pas disponible. Faisait sa vie. Elle partait, revenait. Elle pouvait aller à Dibélé, elle pouvait aller en Collet, elle pouvait partir. Elle revient. Quand elle part, elle revient avec un autre homme. Elle repart, elle revient. Là, jusque-là, notre papa est porté disparu. Alors, je me rappelle que notre maman n'était pas là, si je ne me trompe pas. Oh, oui, elle était là. Voilà, là, on est déjà avancé. Je me rappelle que j'avais un peu 9 ans, 8 ans, donc 10 ans, 11 ans. Alors, notre grande sœur, qui est mon aînée, a été partie en mariage. Elle est partie en mariage à Kita, le village où on était, jusqu'en Collet, chez les personnes qui connaissent Kassai, jusqu'en Collet, chez les Bahindo. Alors, ils sont partis en mariage. Nous, on est resté jusqu'à le retour de notre grande sœur. Lorsqu'elle est revenue, bien aimé, il est très important que je donne tous ces détails pour vous faire savoir que, honnêtement, les enfants souffrent d'une crise de quelque chose qui ne peut pas s'exprimer, ne peut pas parler. Et ça trouve toujours les conséquences de cela plus tard. Alors, notre grande sœur est partie en foyer. Après, elle est revenue en grossesse. Lorsqu'elle est revenue en grossesse, vous savez que là-bas, chez moi, les gens qui connaissent là-bas, ce sont les endroits où il y a le poisson. Alors, ils ont amené un peu les paniers de poissons et autres. Alors, nos grands-parents ont trouvé que non, il y a beaucoup de poissons là-bas. Au moment où notre beau-frère voulait retourner, aller se préparer pour revenir, et quand notre grande sœur va accoucher, nous, on nous a mis, moi et ma demi-sœur, on devait partir avec ces messieurs qui est notre beau-frère jusqu'en Collet pour aller chercher le poisson, soi-disant, et on est parti. On pouvait peut-être faire peut-être des semaines en chemin en pied, hein, parce que c'était en pied que nous sommes partis. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas la route. C'était sur les petites pistes de la forêt. Souvent même, il y a des moments où on se perdait parce que les, 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 les pistes des éléphants ou des autres animaux féroces se confondaient avec les pistes que les gens passaient. Donc, il y a des moments où on s'est perdu, on s'est retrouvé au milieu même de la forêt, on retourne, c'était pas facile. On est parti, bref, on est arrivé. On était en ville de Collet, chez les gens qui connaissent. Précisément, on était à côté des missions catholiques, à côté de l'église catholique, la mission des sœurs. C'était là où on était. Alors, on était en ville, à Collet, comme j'expliquais, et puis en ville. Après, il fallait aller chercher le poisson parce qu'on s'est retrouvé là-bas pour le poisson. Alors, lorsqu'on s'est retrouvé là-bas pour le poisson, notre beau-frère nous a dit non, on doit aller camper au bord de ces fleuves qui s'appellent Maindombe ou le Kenya, chez les personnes qui connaissent. Alors, il fallait qu'on se retrouve au bord de ces fleuves-là pour camper et chercher le poisson. Bien aimé, c'est la première fois que les enfants de cet âge se retrouvent au milieu de la forêt, au bord d'un fleuve aussi large, avec un inconnu, on peut le dire. Alors, on s'est retrouvés là-bas. Une nuit, au milieu de la nuit, on dormait dans les huttes parce que c'est au bord du fleuve pour camper parce qu'il faut 4 ou 5 heures vous partez pour aller faire la pêche. À midi, vous partez. Le soir aussi, 18 heures, vous partez. C'était comme ça 3 fois par jour. Alors, au milieu de la nuit, le mari de ma grande sœur a eu à me violer.
Et lorsque il m'a dit, vous voyez, on était à deux. Et celle qui était un peu plus grande, c'est ma demi-sœur, qui était un peu mon aînée. Parce qu'à à l'écart d'âge, elle pouvait avoir au moins 13 ans ou 14 ans. Elle pouvait avoir 13 ans. Moi, j'avais 11 ans. Alors, lorsque l'acte s'est passé, j'ai saigné et j'ai commencé à pleurer la nuit, au milieu de la nuit, dans le noir. Sa maman est venue, les gens qui étaient dans cette petit campement sont venus. Alors, lui, il les expliquait en langue que je ne comprenais pas. Il les disait que non, il vient de voir ses premiers masseurs. En tout cas, c'est comme ça qu'il les a répondu. Et les mamans se tuent. Et voilà. Alors, j'ai continué à pleurer. Le lendemain, ma grande sœur m'a dit non, il faut arrêter de continuer à pleurer. Sinon, nous sommes comme les inconnus. On n'écoute pas les langues. La personne qui écoutait ce que nous parlons, c'était le mari de notre grande sœur. Mais toute sa famille, toutes les personnes qui là-bas n'écoutaient pas la langue qu'on était de parler. Alors, il a dit, ne continuez pas à pleurer, sinon ils vont se fâcher pour nous faire du mal grave. Alors, je me suis tuée. On a fait la pêche, on a trouvé le poisson, on a traversé. En tout cas, il y a eu aussi des menaces. Le mari en question, il tentait de me menacer en lui disant que si tu essaies d'aller dire ça à ta grande sœur, il faut que tu me promets que tu ne dirais pas. Maintenant, si tu ne me promets pas, je vais vous jeter dans cette fleuve et on oublie. Personne ne me connaît, personne ne viendra ici pour me retrouver, tout ça, les menaces des gens. Alors, on a laissé, on est revenu. Et je suis venue quand même dire, j'ai dit la vérité, je n'avais pas gardé. Quand ils sont arrivés à la maison, j'ai dit la vérité, ce qui s'est passé. Et le mariage de ma grande sœur s'est arrêté là. La grossesse même qu'elle avait, elle a eu à faire une fausse couche. La foi était sortie morte. Alors c'est comme ça que ça s'est arrêté. Bien aimé, mon parcours continue. Alors, l'âge avançait, je me retrouvais 13 ans, 14 ans. Je rencontre un homme, en tout cas, chez nous, chez les personnes qui connaissent, qui ont grandi là-bas, savent que là-bas, on ne tient pas compte de l'âge pour un enfant. Une fois l'enfant a déjà vu ses premiers menstrues, l'enfant a déjà les seins sur sa poitrine, c'est fini. L'enfant est déjà grand, l'enfant doit aller au foyer. C'était comme ça. Alors moi, à cet âge-là, je me suis retrouvée, je fais une rencontre un jeune garçon qui avait un peu plus âgé, lui, il avait, je crois, 17 ans ou 18 ans. Oui, je crois que c'était 17 ans. Alors, je me suis retrouvée avec ces jeunes. J'ai parti chez eux, on me connaissait là-bas et tout, jusqu'à j'ai resté maintenant chez eux. Avant que je ne reste, il était parti quand même voir ma grand-mère maternelle à ce moment, parce que là, on n'est parti plus dans le côté Lowonji, là où on était le côté paternel. On était déjà maintenant le côté de notre maman, malgré que maman n'était pas. Alors, on était avec ses parents, notre grand-mère et grand-père maternel. Alors, à ce moment-là, notre grand-père maternel était déjà décédé. Alors, on était resté avec la grand-mère. Et la grand-mère était venue. La grand-mère était restée avec nous. Et moi, je suis venue jusqu'à chez la grand-mère avec ces messieurs-là, avec ces jeunes hommes. Et ça s'est présenté, il a fait ce qu'il fallait. Je suis retournée. Alors, j'étais maintenant au foyer. Quand j'étais au foyer, bien aimé, je tombe enceinte. Parce que je tombe enceinte, la famille de ces jeunes hommes dit non, il faut que nous puissions aller voir la famille de cet enfant, parce que comme elle est enceinte, on ne doit pas continuer à rester, elle ne doit pas continuer à rester là. Alors, nous sommes partis pour aller voir la grand-mère maternelle et elle a dit non, allez-y, allez chez la famille de son papa. Lorsqu'on se retrouve là-bas, c'est là-bas qu'on nous fait savoir que nous sommes paratés. Et ces paratages, bien aimés, a causé un grand basculement sur ma vie. Alors, on s'est retrouvés là-bas, dans ces villages de l'ONG. On nous a dit, vous ne pouvez pas vous marier, vous êtes paratés. C'est impossible. La famille a essayé de demander si on peut peut-être faire un peu les rituels et tout ça pour anéantir cela-ci. Ce parentages-là est lointain parce que même mon grand-père paternel ne connaissait même pas la famille. Donc, je ne sais pas la parentage. En tout cas, bref, c'est ce qu'on nous a dit. C'était impossible. Alors, ils nous ont menacés en nous disant que si vous vous voyez ou même si vous vous croisez les yeux, l'un de vous mourra.
Donc, le mariage s'est arrêté là. Je suis restée, le monsieur avec sa famille est parti. C'était là où ça s'est arrêté et là où ma vie a pris une autre tournure. Alors, je suis restée un peu quelques temps après, je suis revenue encore dans ce village-là chez la famille de maman. Je suis enceinte. Il faut quand même qu'il y ait une solution. Alors, ma grand-mère maternelle me dit, elle, il faut vraiment pas que je compte sur elle. Alors, la famille aussi de ces messieurs m'ont dit, jamais pas ici. Donc, j'étais en train de traîner à la rue. J'étais debout, debout, debout. Alors, ma mère, je sais pas, peut-être elle a, bon, je crois pas qu'elle a entendu. En tout cas, elle a coïncidé qu'elle est venue de ses voyages et m'a trouvé. Bien aimé, ce que je suis en train de parler, je ne suis pas en train de rabaisser ou humilier ma mère, mais je suis en train juste d'encourager nous les mamans à être responsables avant de faire les enfants. Vraiment. Alors moi, quand ma mère vient et me dit, écoute, il faut qu'on t'avorte. Là, je connaissais pas avorter, c'est quoi? Elle a dit non, il faut qu'on te fasse sortir l'enfant là. Bon, j'étais tellement enfant et j'étais tellement timide à l'époque que je ne parlais même pas. Alors, il m'a expliqué la méthode qu'il devait utiliser pour me faire sortir l'enfant. Il devait utiliser une méthode, genre prendre le milieu d'un jeune palmier. Vous voyez, il y a un milieu tout blanc et tout. Et il devait m'enfoncer sur mes parties intimes jusqu'à ça va aller ouvert ou forcer le col utérus. Et le col devait ouvert et l'enfant devait sortir. Non, je n'ai pas pu, lorsqu'il m'a expliqué, je n'ai pas pu, j'ai fui. Et quand j'ai fui, je me suis retrouvée de l'autre côté, au centre-ville qu'on appelle Lokenya, ou Lodja, en tout cas chez les personnes qui connaissent. Je suis partie, aller chercher maintenant un oncle par alliance. Et cet oncle, je suis partie l'informer, lui expliquer la situation, tout ça, parce que pour moi, comme il a l'influence, il peut venir menacer la famille de ces messieurs, de ces jeunes hommes, pour qu'on puisse me prendre en charge. C'était moi, pour moi, c'était ça l'objectif. Alors, j'ai fini d'expliquer. Il m'a dit non, repars. Le lendemain, je viendrai avec les policiers. Alors, pendant que je partais, le chauffeur de mon oncle m'a suivi en me disant non, j'ai écouté ton histoire, j'ai écouté que tu es enceinte et tout ça. Alors, je te dis de ne pas traverser pour aller à Lokombe. Restons ici. Moi, je te prends comme femme. Bien aimé, le mariage avait commencé le jour-là, le même jour-là. Je n'ai pas traversé parce que là, j'étais debout, je cherchais où aller, je ne connais pas là où aller dormir et tout ça. Donc, quand il m'a proposé ça, tout de suite pour moi, j'ai vu comme si c'est le sauveur. J'ai accepté. J'ai commencé à habiter chez eux. Oh là là, j'ai commencé à habiter chez eux, c'était le calvaire. Alors, c'était pas facile. J'ai fait l'enfant, premier enfant, l'enfant est né. Avant que je ne fasse l'enfant, cette grossesse-là, c'était pas facile. Cet homme est hyper violent. Et il pouvait me tabasser malgré la grossesse, il ne regardait pas ça. Sa maman n'était même pas avec moi, même pas un peu, même pas un peu. Donc, il y a les moments où souvent quand il me frappait, sa maman aussi venait aussi me frapper à deux. Bien aimé, ça n'a pas été facile. J'étais hâte de me faire tabasser comme un animal. Mais pour moi, je ne connais pas où aller encore. C'est ici que le monsieur a accepté de me prendre avec la grossesse. C'est obligé de rester là. Alors, je continue toujours dans la violence, dans la souffrance. Ma mère, lorsque j'avais refusé ces méthodes d'avortement, elle a laissé aussi, en tout cas, elle est repartie, elle a continué sa vie en tout cas. Moi, je suis restée au foyer. Lorsque je reste au foyer, deuxième enfant qui rentre, je me retrouve encore enceinte à nouveau. J'accouche toujours dans les mêmes conditions. Vraiment, j'étais traumatisée sur la Bastille. Je me faisais tabasser presque, peut-être après des jours. Où il y a des moments où ça faisait successif, et donc aujourd'hui, demain. Tout le monde voyait ça, tout le monde parlait, mais personne n'avait la solution de cette situation. Bien aimé, le monsieur venait avec les femmes à la maison.
Il dormait, il couchait avec les femmes là dans notre lit. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Moi, je ne ressentais rien du tout. Je ne ressentais pas ni jalousie, ni haine, ni quoi. Mon problème, c'était là où il fallait dormir. Donc, j'étais toujours là, malgré ce que je subissais. Après, troisième enfant. Troisième enfant, à ce moment-là, vous voyez, là, je commençais à grandir un peu. Je commençais à avoir 17 ans, 18 ans déjà. Je commençais déjà à être femme. Donc, je commence à comprendre. Je commençais à avoir la jalousie maintenant. Et un jour, je suis partie au marché, je revenais, et je trouvais cet homme avec une autre fille dans notre maison. Alors, j'avais fait genre comme chaque femme peut réagir. J'ai réagi, j'étais fâchée, j'ai pleuré, voilà. Le monsieur a dit, pourquoi est-ce que tu as pleuré et pourquoi est-ce que tu as alerté les gens? Bien aimé, le monsieur est tourné derrière, il a pris le jeune bambou, vous connaissez le bambou des palmiers? Et parce que lui, il me frappait qu'avec le bois, il ne pouvait pas me frapper avec les mains. Et quand tu me frappes avec le bois, il faut que le bois là se déchire. Le bois là doit se déchirer sur mon corps pour qu'il laisse. Alors, il a coupé le bois, il m'a frappé copieusement. Ah oui, hein, il m'a vraiment frappé comme il fallait. Je me suis fait mal. Le fouet l'avait raté, ça m'avait pris l'œil gauche. Bien aimé, tout mon corps était déchiqueté. On m'a mené à l'hôpital des sœurs qui était à côté, chez les gens qui connaissent là-bas. L'hôpital des sœurs en mission catholique, à Lodja. Alors, on m'a amené là-bas, j'ai repris vraiment la bonne conscience, c'était peut-être 3 jours après. Donc, mon œil gauche, je ne pouvais pas l'ouvrir parce que c'était calmement bombé et je ne voyais pas. Là, ça commençait à me travailler, mais je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. J'avais déjà 3 enfants. Alors, les 3 enfants, notre grand-mère maternelle et toute la famille, que ce soit ma mère, que ce soit ma grand-mère maternelle, que ce soit les autres enfants, même ma grande sœur, tout le monde était parti maintenant à Kinshasa. Moi, je suis restée maintenant à Lodja, dans ce foyer amer. Alors, suite à cette bastonnade, j'ai commencé maintenant à me soucier de ça, de dire non, ça peut pas se passer comme ça. Je suis avec les autres femmes et les maris ne me font pas ça. Bien aimé, j'ai dit le mari parce qu'on habitait ensemble, on avait fait des enfants. Il n'avait même pas fait, c'est que même Coco n'avait pas. Il n'avait jamais été présenté, même à la famille de ma mère, pour dire, même le geste, même que le jeune qui m'avait engrossé premièrement avait fait, lui n'a jamais fait. Même une bouteille de coca comme ça, il n'avait jamais payé ça à ma grand-mère, ni à ma mère. À chaque fois, lorsque je le rappelais ça, je me faisais bastonner quand je le rappelle. Et quand je le rappelle, il va aller dire à sa mère que voilà, elle m'a demandé que je dois aller voir ses parents. Et là, le jour-là, en dehors de la Bastille, je serai insulter tous les parents et toute la source de mon existence sera insultée. Donc, du coup, j'avais peur même de lui rappeler qu'il fait quelque chose. Donc, on était comme ça, justement parce qu'on a fait des enfants. Alors, à ce moment-là, j'ai appelé la femme à mon oncle à Kinshasa pour lui dire, il faut appeler le papa de mes enfants et dire lui que je dois venir au décès de ma grand-mère parce que la grand-mère maternelle est partie décédée en Kinshasa. Alors, c'est comme ça qu'il avait appelé et il a accepté. Moi, je voulais juste voyager d'abord, aller faire passer le temps, après je reviendrai. Honnêtement, je n'avais pas la pensée, mais je voulais quand même fuir, quitter un peu de ces milieux-là, de la Bastille tout le temps, parce que ça commence à me faire honte. Même lorsqu'on partait à la rivière, je ne pouvais pas lever les habits pour me laver devant les autres, parce que les gens qui connaissent le village, vous partez à la rivière, tout le monde se déshabille, vous lavez tout le monde. Il n'y avait pas les endroits où tu vas te laver à la maison ou je ne sais quoi. Alors, j'avais honte. Je vais aller, je puise simplement de l'eau, je rentre parce que je ne peux pas me laver devant les gens. Les gens vont voir les traces et tout mon corps. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Kinshasa. Quand je me suis retrouvée en Kinshasa aussi, je ne le disais pas parce que chez nous, chez les Batétés, là, les gens, les Kassaïens connaissent, les loin de chez nous, on ne dit pas les choses de son foyer dans sa famille. Donc, du coup, je n'avais pas dit, j'avais gardé. Et j'ai caché maintenant ces cicatrices. C'est vrai, le visage était visible parce que l'œil était noir. Hein. En tout cas, tout autour, là, était vraiment tout noir. C'était tous les deuxièmes, mais ça avait l'œil qui avait raté, machin. C'est ça qui était beaucoup plus bleu et noir autour. Alors, les cicatrices du visage, chez nous, c'est comme si c'est normal.
Il dit, bon, certainement, c'est son mari qui l'a frappé, donc ça ne cause pas un problème. C'était comme ça. Et là, je cachais toujours les cicatrices et je ne faisais pas savoir aussi à cet homme que je ne vais plus du foyer. J'étais toujours dans ma famille aussi voulait toujours que je reste dans ce foyer. Bien aimé, il y a certaines choses qui seront louches dans nos familles lorsqu'on regarde certains trucs. Il y a quelque chose que toi, mais tu vois que c'est pas bien, mais ta famille te force toujours qu'il faut que tu restes là, il faut que tu parles là-bas. Bien aimé, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une anguille sur roche. Il faut toujours se poser la question. Aujourd'hui, je parle aux chrétiens et je parle aux païens, les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je vous dis que la seule abri ou protection ou amour véritable sont en Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime plus que personne. Je vous dis plus que ta mère, plus que ton père, plus que quiconque sur la terre. Alors, je me suis retrouvée en Kinshasa, bien aimé, avec les enfants. Et les moyens de nourrir, en tout cas les Quinois connaissent comment ça se passe en Kinshasa. Il faut vraiment, vraiment avoir les parents assis pour nourrir, surtout nourrir, parce que c'est la nourriture le problème. Et là où habiter. Alors, j'étais là, le mari n'envoyait rien. La famille aussi, de ma mère aussi, avait aussi les responsabilités aussi. Ajouter 2 enfants ou 3. Parce que l'aîné était resté avec le père. Moi, je suis restée avec les 2 filles. Et voilà, la femme à mon oncle, un jour, m'a surpris. Je sortais de la douche, je voulais m'appliquer la crème. Comme j'étais toujours prudente, je fermais toujours la chambre pour qu'on ne me trouve pas, on ne voit pas ces traces-là. Alors, le jour-là, j'avais oublié de fermer. Et elle est rentrée brusquement. J'avais tourné le dos, il a vu ses cicatrices, il a crié, j'ai sursauté. Le temps de prendre le pagne pour me couvrir, c'était trop tard, il avait déjà tout vu. Et il m'a pris, il m'a fait asseoir, il dit, dis-moi tout. Je l'ai expliqué, je l'ai relaté l'histoire en pleurant. Vraiment. Mais malgré tout ça, la personne qui pouvait comprendre, c'était la femme à mon oncle. Mais mes oncles, ma mère, tous, ils m'ont juré que je dois retourner dans ce foyer. Il n'est pas question. Alors la femme à mon oncle commençait à se balader un peu avec moi à Kinshasa, me montrer un peu la victoire, comment est-ce qu'on prend le taxi pour aller à Zando, comment est-ce qu'on prend le taxi pour aller à Victoire, pour aller à Lemba. En tout cas, la femme à mon oncle commençait à circuler un peu avec moi dans Kinshasa pour me montrer un peu la ville. Alors un jour, il m'a amené dans sa famille, il m'a présenté à son grand frère. C'est un grand quelqu'un à Kinshasa, dont je ne vais pas dire son nom. Alors, il m'a présenté à son grand frère et il m'a dit, voilà, il a expliqué l'histoire. Ah, waouh, vraiment, une jolie petite fille comme ça, et est-ce qu'il a fait l'école? Est-ce qu'il pourra aller à l'école? En tout cas, malheureusement, je n'avais pas fait l'école. Et même si pour reprendre à l'école, je ne connais pas dans quelle classe il devait commencer. Donc, du coup, sa compassion, je me disais qu'il compatissait, peut-être il voulait m'aider autrement. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment expliquer. Alors, j'ai commencé à sortir avec lui. C'est maintenant lui qui commençait à me donner de l'argent pour que je puisse m'occuper de mes enfants. Alors, j'ai commencé toujours à circuler avec ces messieurs. Il m'a payé le téléphone, et il m'a fait ce qu'il fallait. Il m'a fait circuler encore dans Kinshasa, me monter les bandas, les tambours, tous les quartiers en tout cas. Parce qu'il était véhiculé, il avait son argent. Donc, on pouvait circuler partout. Alors, une fois, il m'a fait amener dans une boîte de nuit qui se retrouve à 13e rue. Et cette boîte de nuit, je ne connaissais même pas. Je connaissais boîte par boîte de nuit, je sors du village, bien aimé, je connais pas boîte de nuit, c'est quoi. Et même lorsqu'il m'a amené là-bas, il m'avait pas dit que c'est boîte de nuit. Et même s'il me disait, je ne pouvais pas comprendre c'est quoi boîte de nuit, parce que je sors d'un village. Alors, il m'a amené dans cet endroit-là. Il faisait trop, trop sombre, noir, comme si on était au milieu de la nuit. Et pourtant, c'était à peine peut-être 10h ou 11h. Mais à l'intérieur, c'était la nuit, ténèbres. Tu vois les gens qui sont là-bas à peine, tu ne peux pas les voir. Des toutes petites lumières. Alors moi, à un moment donné, ça m'a fait peur parce que même lui, je ne le voyais même pas. C'était tout noir, je ne le vois pas. C'est quand tu t'assois peut-être au bout de 30 minutes ou 1 heure, c'est là où maintenant tu commences à comprendre, tu commences à voir maintenant les silhouettes des gens, mais tu ne peux pas identifier quelqu'un. C'était pour moi la première fois que j'ai mis pied dans une boîte de nuit. Alors, j'ai continué à sortir avec le monsieur jusqu'à, je connaissais maintenant le Kinshasa. Les autres hommes maintenant pouvaient me draguer, ils pouvaient maintenant me donner des rendez-vous avec les autres hommes. Parce qu'à ce moment-là, c'est le moyen pour moi qu'il fallait pour nourrir les enfants.
Vous voyez? Et là, je suis venue trouver les enfants de mes générations qui partaient à l'école, qui n'avaient aucun enfant. Donc, vous voyez, moi, je me suis retrouvée enfant, mais avec eux autres de 3 enfants. Donc, j'ai fait sans mon consentement, honnêtement. Alors, j'ai commencé maintenant à chercher comment nourrir les enfants dans Kinshasa, bien aimé. Il fallait le sexe. Il n'y avait pas autre chose. Je n'avais pas fait l'école. Je ne connaissais même pas comment faire. En tout cas, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est vrai, peut-être il y a les autres bricoles à faire, il y a le commerce, il y a autre chose, mais je me suis jetée avec un peu les copines et tout ça, commençait à sortir, et les copains partout en tout cas. Alors là, c'était maintenant la guerre entre ma famille maternelle et moi. Et il me jurait que je dois retourner dans ces foyers. Il faut que je retourne. Moi, je disais, je ne retourne plus. Parce que j'ai déjà compris la vie, en fait. Moi, j'ai vu que j'ai compris la vie, que ma vie, je l'ai détruite, ou bien ça s'est détruit parce que je me suis retrouvée au foyer tôt. Et avec tout ce que je subissais, je disais que je ne peux plus retourner. Là, je suis venue expliquer toute l'histoire à la famille, mais bien aimé, aucune membre de ma famille avait accepté que ce que j'ai expliqué était pénible. Ils voyaient les cicatrices, ils voyaient tout ce qui était resté sur moi, mais personne avait décidé que c'est bon, ou bien que cet homme, il faut qu'il nous explique, il t'a pas épousé, ou bien bon, ok, tu restes ici jusqu'à quand ton mari viendra. S'il t'aime, il doit venir t'épouser d'abord. Personne ne l'a dit. On me disait, il faut que je retourne dans ce foyer. Alors, à ce moment-là, j'étais têtue, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, j'ai dit, je ne retourne plus. Alors, c'était un problème avec la famille maternelle, mon oncle, précisément. Alors, quand je sors, quand je rentre, c'est le problème parce que je dois sortir pour nourrir les enfants. Pour que les enfants puissent trouver le pain le matin, je dois sortir. Mais mon oncle a dit qu'on ne sort pas. Donc, c'était un problème. Alors, ça n'a pas fait longtemps. Un oncle paternel. Parce qu'à ce moment, vous voyez, à l'âge de 8 ans qu'on s'est séparé avec la famille de papa. Donc, du coup, je ne savais pas que papa avait une grande famille. C'est vrai, je voyais la famille au village, mais je ne savais pas qu'à Kinshasa, la famille de papa était là-bas. Donc, du coup, à partir de l'âge de 8 ans, je ne suis plus jamais retournée, ni moi, ni ma grande sœur. Non, ma grande sœur qui partait, avec celui qui me suivait, qui était décédé, malheureusement. Et c'était les deux qui partaient. Moi, je ne partais plus parce que mon problème, c'est chercher à aller à l'école. Donc, je ne voulais pas retourner dans ce village-là parce que je cherchais qu'est-ce qu'il faut faire parce que je dois aller à l'école. Avant même que je ne me retrouve dans ce foyer, je me suis retrouvée même d'abord à aller chercher une tante paternelle par alliance que mon père, selon l'histoire, que mon père l'avait beaucoup aidé quand il était encore là. Parce que mon père il était médecin et il avait une grande pharmacie au Centre-Ville-Lodja. Donc, du coup, il a aidé beaucoup de villageois qui quittaient que ce soit le côté de sa belle famille, que ce soit à l'ONG chez lui. Toutes les personnes qui venaient, si la personne a un problème de santé, il les donnait les médicaments. Donc, du coup, il était connu dans Lodja. Donc, on m'avait expliqué l'histoire chez la tante. Je suis partie chez la tante pour aller demander s'il pouvait me prendre pour que je puisse aller à l'école. Bien aimé, c'est pénible. Je vous dis, c'est pénible. D'un enfant qui cherche un parent, le parent qui peut l'aider à aller à l'école, mais il n'en trouve pas. Mais ses parents ne sont pas morts. Je me suis retrouvée chez la tante là-bas. Le mari de la tante était gentil quand même. Il donnait l'argent pour inscrire tous les enfants. Malheureusement, moi, la tante, l'argent que son mari donnait pour m'inscrire, c'est ce que la tante prenait pour faire ses besoins. Il ne m'inscrivait pas. Il pouvait m'inscrire comme ça. Je vais continuer là peut-être 1 ou 2 mois. Après, on me met dehors. Il n'a pas payé, il ne payera pas jusqu'à ce que je m'arrête là. Je commençais à cuisiner dans sa maison. Alors, lorsque je me suis retrouvée à Kinshasa, c'est comme si les yeux sont ouverts. J'ai dit non, mais je ne peux pas retourner encore là-bas. Je ne retourne plus à Lodja. À beau dire même à mes parents, mais l'homme, vous me disiez que partir, il m'a même pas épousé. Vous me le dites même pas de venir me marier. Mais vous me faites toujours qu'il faut que je retourne au foyer. Je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, regarde, le Seigneur, la Bible dit que même il est timide, il est lâche, il n'héritera pas le royaume des cieux. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Il nous a donné l'esprit de force. C'est vrai que notre oncle maternel, il a une influence terrible. Dans la famille, personne ne le regarde avec les yeux quand il parle, y compris moi aussi. Mais il y avait un enfant ou une petite fille qui l'avait défié, c'était toujours moi.
Parce que quand tu me disais de retourner, il donnait les ordres, comme il a toujours l'habitude de faire, mais je n'avais pas obéi. Je dis, je ne retourne pas. Et quand mon oncle paternel décède, c'est ma mère qui dit non, voilà, l'oncle tel est décédé. Il faut que j'y aille. Alors, je lui ai collé, j'ai dit non, moi aussi, je dois aller là-bas, je dois aller voir les gens de là-bas aussi. En tout cas, au début, il ne voulait pas, mais je lui ai dit non, je dois aller les voir. Je suis partie, c'est là où je suis partie trouver maintenant. Mon oncle paternel, c'est lui qui est en limité. Et puis, toute la famille, on me présentait, c'est celui-là ou celle-là, c'est la famille de ceci, c'est l'enfant de ces singes. J'ai dit, oh, mais toute la famille, donc, est ici à Kinshasa. Bien aimé, quand je voyais que ça ne tenait pas avec l'oncle maternel, un jour, on m'avait mis dehors. Alors, j'avais pris les enfants, on est reparti, je suis reparti dans la famille de mon papa, à limiter première. Alors, là-bas, je suis partie expliquer maintenant l'histoire. C'était le seul parent qui s'est soucié quand il m'a regardé la vie des cicatrices. Mais c'est parce que c'était un homme qui a maîtrisé ses larmes. Il s'est posé des questions, mais l'homme là, il est qui? C'est quel homme comme ça là qui fait ce genre de choses? Et il m'a dit que tu ne bouges pas de là. Si le papa des enfants là te veut, il viendra me voir. En tout cas, il commençait à faire le bruit à la famille de ma mère. Donc, peut-être, vous l'avez peut-être vendu ou bien vous l'avez déjà mangé l'argent sans que je ne puisse être au courant. Et tout, et tout, et tout. En tout cas, la famille disait, non, 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 on n'a rien mangé, voilà, tout ça. Il dit, mais elle n'a rien mangé, mais comment est-ce que vous le forcez qu'il faut qu'elle retourne au village, tandis qu'elle a détruit même la vie de l'enfant. Vous voyez que le méchant a détruit la vie d'un enfant. Et vous le forcez qu'il faut qu'elle retourne là-bas. C'était là où j'ai trouvé un abri. Je suis restée à limiter, bien aimé. Je me suis sentie que je suis à côté d'un parent. C'est vrai que j'ai trouvé ces enfants, tous les autres enfants, l'aîné était déjà parti en Europe. Les trois étaient en Kinshasa. Mais celle qui était presque le même âge que moi partait à l'école. Mais moi, c'est que j'étais maintenant choquée de la voir. Elle est le même âge que moi, mais elle part à l'école. Elle n'a pas d'enfant. J'étais maintenant choquée. En fait, je me demandais où. Donc, à l'âge là, la personne peut, une fille peut ne pas aussi avoir des enfants. Mais elle part à l'école. Alors, le souci de l'école commençait à m'habiller, bien aimé. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Alors, mon papa m'a demandé, est-ce que je vais aller à l'école? J'ai dit oui, papa. Mais de quelle école? Parce que j'avais déjà presque 19 ans. Mais je vais aller commencer dans quelle école? Il fallait chercher les centres pour apprendre un truc, comment on appelle ça, un truc pratique ou manuel pour que tu puisses t'en sortir. Ce n'est plus l'école où tu vas aller écrire. C'est comme ça, mon père m'a dit, renseigne-toi là où se trouve une formation, là où se trouve le centre de formation. Comme ça, je te mets. Tu veux faire quoi? J'ai dit que je vais devenir l'hôtesse d'accueil. Genre, je vais servir dans les restaurants, je vais servir dans les réceptions. Vous voyez, vous connaissez les hôtesses. Alors, j'ai accepté. Je me suis retrouvée, on m'a inscrit à IMICA, à Victoire Simatongue. C'est les gens qui connaissent, qui maîtrisent, parce que je ne maîtrise plus. À IMICA, il y avait les centres qui s'ouvraient, qui étaient là-bas, et moi, j'étais là-bas pour me former à être hôtesse d'accueil. Et c'est comme ça que j'ai fait la formation. Bref, j'ai terminé. Et j'ai commencé à travailler à l'hôtel de la Funa. Parce qu'on était à 0 mètre de l'hôtel de la Funa, on traversait simplement. Vous voyez l'arrière qui est au VD, je crois, Office des routes, je crois, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, je crois que ça a changé. Ça devient maintenant une société de vitres. Voilà. Une société qui fait des baies vitrées. J'étais là-bas récemment et j'ai vu que ce n'était plus ce que j'avais laissé. Donc, dans cette ruelle-là que nous habitons, qui est chez nous. Alors, j'ai traversé, j'ai commencé à travailler à l'hôtel de la Funa. Bien aimé, à travailler à l'hôtel de la Funa, c'est là où je me perfectionnais sur les connaissances des hommes, c'est connaître les personnes. Je connais même une fille qui venait de l'Europe, qui jusqu'à aujourd'hui, on ne connaissait même pas s'il existait, si vraiment c'était une humaine ou pas, qui a commencé à sortir avec ma condisciple ou ma copine comme lesbienne. Et ma condisciple là a été tamponnée mystérieusement et mourir sur le champ. Et quand la fille là qui était lesbienne et qui venait de l'Europe, c'est ce qui nous faisait savoir, jusqu'à aujourd'hui portée disparue, on ne l'a jamais retrouvée. Alors je me suis retrouvée dans ce genre de vie. Et chez moi aussi, aucun parent n'acceptera ça. Et lorsqu'on se retrouve aussi chez les gens, je peux dire c'est chez les gens, c'est vrai, c'est chez nous,
Mais papa avait un type d'éducation qu'il avait donné à ses enfants. Moi, je venais du village. Et vous savez, quand on vient du village, on est curieuse. On est curieux, on veut tout découvrir, on veut connaître beaucoup de choses. Et les parents voulaient que je sois comme les autres. Je reste à la maison. Parce que moi, je ne voulais pas rester à la maison, je voulais découvrir. Bien aimé, c'est comme ça, je me suis retrouvée quand je sortais, je rentrais tard, je faisais, parce qu'il fallait aussi que je sorte, parce que je dois m'habiller, je dois m'occuper de moi, je dois aussi m'occuper. C'est vrai que je ne m'occupais pas des enfants en tant que tel pour dire peut-être les habiller, oui, mais manger et tout ça, je ne m'occupais pas, parce que à la maison, il y avait tout qui était comme manger. C'était, il fallait que je m'occupe, je les habille. Il fallait que je sorte. Il fallait que je puisse sortir avec les hommes. Alors, ça n'était plus parce que c'était pas facile de sortir, rentrer tard à chaque fois dans la maison des parents. C'était pas facile. Et je suis sortie de la maison de mes parents. Je suis partie louer à 7e rue, à la place commerciale. Alors, là, l'église des pasteurs Mutombo venait de commencer. Ministère Amen. Ça venait de commencer. C'était encore comme un hangar comme ça, à l'intérieur. Nous, on était là. Là, à ce moment-là, bien aimé, j'ai détesté quelqu'un qui me parle de l'église. J'ai détesté quelqu'un qui me parle de Jésus. J'ai détesté quelqu'un qui peut m'amener l'affaire que Jésus m'aimait. Ah là, faut pas vraiment que tu me parles de ça. Tu peux tout me dire, mais tu me dis qu'il y a un Dieu, il y a Jésus, tout ça. Ça m'énervait tellement parce que je regardais, je me référais toujours à mon enfance. Je me disais, si Jésus vraiment existait, s'il était Dieu, il ne pouvait pas me laisser souffrir comme ça. Il ne pouvait pas me rester que jusqu'à je me retrouve sans apprendre. Je suis illettrée aujourd'hui, je ne connais même pas attraper le bic. C'est qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, ces dieux-là ne voyaient pas comment est-ce que je cherchais comment faire pour apprendre. Ces dieux-là ne voyaient pas comment est-ce que nos parents nous ont abandonnés, qu'on a souffert en bourse. Mais comment vous venez me dire qu'il y a un Dieu? Donc, je ne voulais vraiment pas entendre parler de ça. J'ai insulté Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de me glorifier, mais je suis en train de faire savoir à une personne qu'à un moment donné, on doit fermer la bouche sur Dieu. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas qu'on dise, en fait. Alors, à 7e rue, il fallait maintenant que je perfectionne la prostitution parce que là, maintenant, il y a la maison à ma charge. Et les enfants ne pouvaient pas être avec moi parce que je dois sortir et tu vas les garder. Alors, il fallait aller les remettre encore à Massina, le côté de ma mère. Et je suis partie les remettre là-bas pour que je puisse mieux trouver l'occasion comment sortir, chercher de l'argent et les nourrir. Et l'aîné était venu me retrouver, l'aîné devient à l'école. Bien aimé, c'est comme ça que j'ai mené ma vie. Et j'ai commencé à aller me mettre debout à la 7e rue, 6e rue. Les gens qui connaissent Kinshasa connaissent qu'à l'époque, c'est les prostituées qui se mettaient là. Et moi, j'étais avec eux. J'ai traîné là, toujours à la recherche des hommes. Alors, un jour, c'est comme ça que nous voyons, il y a une copine qui est venue aussi me trouver. Elle est devenue une grande journaliste aujourd'hui, ou chroniqueuse, on appelle, ou youtubeur. Je ne vais pas citer son nom. En tout cas, lorsqu'il verra ça, il va reconnaître. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas bafouer sa dignité. Selon eux, bon, moi, je suis une autre personne, donc je pouvais tout dire, ça a rien, parce que j'ai humilié Satan, puis Satan m'a humilié. Alors, on était avec elle et on a commencé à sortir. À ce moment-là, maintenant, je commence à mal m'habiller. Vous voyez, quand j'étais chez les parents, surtout quand j'étais en limité, même là, le côté des mamans, personne n'a accepté que je m'habille dénudée, moitié nue, je sors. Jamais, jamais, jamais. C'est que là, je ne sais pas comment tu vas faire pour faire. Mais chez le côté des papas, comme je travaillais, il y avait la tenue que je mettais, j'ai une petite jupe avec la fente et tout ça. Il fallait mettre le pagne à haut parce que tu peux pas sortir. Si mon grand frère est là, tu ne sors pas. Si mon papa est là, tu ne peux pas. Tu ne peux, même tu me tiens en honte, tu ne peux pas. Là, que je faisais quoi? Je mettais le pagne en haut et quand j'arrive à côté, j'enlève. Alors, à ce moment-là, j'étais maintenant libre de m'habiller comme je voulais. Alors, je pouvais m'habiller en culotte. Pour la première fois, je commençais à sortir avec les culottes, les toutes petites culottes. J'étais mince avant, j'étais mince brune. Alors, il fallait que je puisse exposer mon corps. Alors, je me rappelle que ma copine là m'avait amené à l'église, au ministère amène là, au début. Quand il m'amène là-bas, je suis partie. Juste pour la faire plaisir. Parce qu'elle me disait, non, là, l'église, pour que nous puissions avoir beaucoup de, on appelait ça même comment avant,
de Jane Daouchi dans les trucs des gens. Alors, on me disait, on fallait prier pour que Dieu nous envoie les hommes. On est parti, je l'ai accompagné. Et c'était, pour moi encore, c'était le jour encore où je me suis encore énervée parce que le jour-là, le pasteur était en train de faire, je sais quoi, c'est la délivrance, je sais pas, on appelait ça quoi. Parce qu'il mettait les mains sur les têtes des gens et il fallait que les gens tombaient. Alors, moi, mes yeux étaient ouverts, j'ai regardé comment les gens tombaient, j'ai regardé, en tout cas, moi, j'étais en train d'assister à la scène. Et je vois qu'il est arrivé chez moi, il a mis la main sur ma tête et il faisait tout possible pour que je tombe. Il me poussait par le derrière. Alors, moi, je résistais. Mais jusqu'à j'ai enlevé la main, je le regardais, je dis, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que vous voulez toujours que je tombe? Je ne veux pas tomber. Donc, je suis sortie même de l'église en colère ces jours-là. Je suis sortie, oh, que le Seigneur me pardonne vraiment. Que le Seigneur me pardonne, bien aimé. C'est la folie d'une personne quand il n'a pas Christ, en fait. Alors, un jour, on pouvait être là, au balcon en haut, on a vu 3 hommes dans les véhicules. Ils ont garé les voitures parce que le terrain là n'était pas encore aujourd'hui. Comme je vois, il y a maintenant le commerce et tout ça. C'était vraiment libre. C'était libre. Il y avait quelques personnes qui pouvaient vendre, mais c'était pas le commerce en tant que tel parce que la mairie ne voulait pas. Ils voulaient laisser la place et voilà. Alors, on descendait là. Les hommes là ont garé les voitures. Ils étaient en train de manger au restaurant. On les a aperçus depuis là-haut. Ma copine avec moi, on est descendu. On dit non, on doit aller les séduire. On a mis les toutes petites culottes et on est descendu parce que le restaurant où ils mangeaient, à l'intérieur, il y avait un prêt-à-porter ou un supermarché comme ça, déjà. On est entré comme si on voulait aller payer les choses. Bon, comme on se connaissait aussi avec les vendeuses, les caissières, toutes les personnes qui étaient là, on se connaissait. On est rentré, mais avant qu'on rentre, les hommes là nous ont arrêtés. Ils nous ont arrêtés. Bon, voilà, si on peut prendre un pot, on s'est arrêté. Et c'était déjà cible, parce qu'on avait déjà calculé depuis quand on est descendu, on les a vus. Alors, ça avait fonctionné. Moi, je me suis retrouvée avec celui que j'avais eu. Et je commençais à voir les calculs, maintenant c'est lui. Je commençais à dire non. Lui, là, je ne peux pas le laisser. Il doit se séparer avec sa femme. Parce que le jour-là, même nuit, il nous a emmenés chez eux, là où il vivait. Donc, c'était les personnes qui venaient de la province orientale aussi, vers Kasaï. Donc, ils venaient à Kinshasa par le mission du travail. Donc, ils travaillaient dans les Nations Unies à l'époque. Donc, ils venaient d'arriver, chacun laissait sa femme et ses enfants au village et ils sont venus pour le travail. Donc, nous, on les a récupérés, on dit donc là, personne ne va retrouver sa femme. Alors, bien aimé, on se retrouvait. Moi, je parle de moi. Le monsieur, je commence à faire les calculs sur lui, il ne faut pas que je le laisse et tout ça là, je dois l'avoir et tout ça. Bref, je me suis retrouvée avec lui. Et quand il m'a amené chez lui, le matin, il n'est pas au travail, il m'a laissé dans sa chambre. Je commençais à fouiller ses affaires jusqu'à ce que j'ai retrouvé les photos de mariage, j'ai retrouvé ses enfants, tout ça là. Ah, donc, ça commençait à me révolter que quoi? Donc, il est même marié. Ah, Seigneur, la folie. Il est même marié. Bien aimé, ce que je suis en train de parler, c'est pour exhorter quelqu'un, exhorter quelqu'un. Tu es un homme marié, la solution n'est pas d'aller tromper ta femme avec une autre femme. Parce que la femme que tu peux tromper, ta femme, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas les plans ou les calculs que cette femme a pour toi. Alors, au moment où tu ouvres la porte, tu ne connais pas ce que tu fais rentrer dans ta vie. Mais voici, je commençais à combattre un foyer que je ne connais pas là où c'était fondé. Mais voici, je me suis retrouvée. Et toi, jeune fille qui se retrouve à te faire les calculs sur un homme marié, je peux t'apprendre et je peux te le dire que si ce monsieur est marié, peu importe ce que tu feras, un jour, il te quittera pour sa femme. Il retournera dans les bras de sa femme. S'il est marié, parce que Jésus-Christ respecte tellement l'alliance du mariage. Il respecte le mariage et il connaît le mariage. Que ça doit être honoré de tous. Mais voici maintenant les calculs sur le pauvre homme marié. Commence à tout faire pour récupérer cet homme. Tout faire. J'ai commencé maintenant quand il est revenu, j'ai commencé à... Vraiment, je suis restée là-bas depuis peut-être 3 ou 4 jours. Dès le premier jour que je viens de connaître un homme. Le monsieur aussi, large qu'il était, il m'a laissé. Une personne que tu viens de connaître. C'est vrai que c'est comme si quand tu nous vois, tu penses que tu ne peux pas savoir que nous sommes des enfants qui font du mal. Vous voyez que lorsqu'on parle de la prostitution, on parle du vol. Bien aimé, on parle du vol. Je me suis retrouvée un jour, je vais revenir un tout petit peu pour éclairer sur le vol que j'ai parlé. Parce que oui, je volais.
Personne ne peut faire la prostitution sans voler. C'est faux. La perfection, normalement, même de la prostitution, c'est le vol, normalement. C'est l'escroquerie. Parce que la personne qui est avec toi, tu ne l'aimes pas, tu l'escroques. Tu n'es pas avec la personne parce que tu l'aimes, parce que tu as les projets. Et tu vas le loup mentir que tu l'aimes. Tu vas le loup prouver les actes fausses que tu l'aimes. C'est-à-dire que jamais tu l'aimes. Tu veux le voler. Alors, un jour, il y avait un monsieur qui vendait au marché de Kingasang. Ce monsieur vendait au bord des goudrons. Il y avait un petit magasin qui était là. Il vendait le riz, en tout cas, il vendait tout. Ces messieurs sont avec moi. Un jour, la nuit, j'étais en machine à aller partir déposer la nourriture pour les enfants. J'ai payé la nourriture chez lui. En tout cas, on a pris notre rendez-vous. J'ai dit non, je dépose d'abord. Parce que c'est chez lui que j'ai prenais les marchandises en question pour aller déposer aux enfants, les sacs de riz, et le lait, tous les trucs, les thés, tout ça, là, c'est avec lui que je prenais. Alors, je prends, je pars déposer. Je dis non, j'arrive, je pars déposer. Et la nuit, vers 22h, 23h, je l'ai récupéré. On est parti. On s'est retrouvé dans l'hôtel Apocalypse des quartiers 1. Alors, on s'est retrouvé dedans. Lui, il avait un sac. Le sac qu'il avait, vous voyez, les sachets. C'était pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui qui amenait les colonnes. Quand on te voit avec le sachet, on sait que c'est l'argent. Il y avait le vol avant, hein, Kinshasa. Oui, il y en avait, mais pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça devient, vraiment, ça devient pas, vraiment, voilà. Alors, bon, je sais pas, je remets pour que la voix puisse bien sortir. Alors, j'ai parti avec ces messieurs à l'Apocalypse, il a payé l'hôtel et tout ça là. On est parti. Le monsieur avait bu, on est parti là-bas, il a encore bu. Moi, je ne buvais pas. Malgré tout ce que je faisais là, je ne connaissais pas encore l'alcool. Alors, le monsieur a bu. Quand on s'est retrouvés, on a eu des rapports. Après, le monsieur dort. Le monsieur a dormi profondément. Regarde, le sachet qu'il avait, donc c'était l'argent qui était à l'intérieur. L'argent peut-être de tous les magasins qu'il avait, on l'avait peut-être donné tous l'argent. Il a mis dans le sachet divin, je crois. Il y a un sachet noir qu'on appelait divin avant. Je crois que je ne trouve pas ça. Quand j'étais là-bas, je n'ai plus vu ça. Alors, il avait classé l'argent à l'intérieur. Alors, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh, le monsieur dormait. Il y avait l'argent franc congolais avec le dollar. Bien aimé, le monsieur ne connaissait pas là où j'habitais. Je lui disais simplement que c'est voilà, je l'expliquais, mais tu connais au Kinshasa, même si on t'explique, on ne t'a pas donné l'adresse et tu ne peux pas connaître. Le monsieur dormait profondément, mais voici qu'il soulève le sachet là. Je suis sortie, j'ai fermé la porte. Bien aimé, je suis sortie, j'ai pris la clé de l'hôtel là, j'ai fermé par le dehors. Je suis partie avec le sachet. Quand je suis sortie, à la réception, on voulait me demander le monsieur et tout ça là, la personne qui voulait insister. Vous voyez, le diable, il a toujours toutes les stratégies pour que tu puisses t'enfoncer dans le mal. Il ne peut pas t'aider à sortir de là. C'est pourquoi ceux qui vont chez les Nganga, ceux qui vont chez les Bikoudi, ceux qui vont chez les personnes, les gens pour te dire que non, pour que tu puisses laisser l'alcool, on va te faire un fétiche. Et c'est pour t'enfoncer bien dedans. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te séparer de ça. Alors, le réceptionniste voulait, genre, cherchant à savoir, curieux et tout. J'ai pris, je ne sais pas si c'est 50 $, hein, je lui ai donné. Je suis partie, taxi, course. Je suis partie chez moi avec tout l'argent. Je ne sais pas le monsieur là comment ça se passait après. Et là, je l'ai évité. Hein. Vous voyez, j'ai passé là, je l'apercevais dans son magasin, mais je ne m'arrêtais plus. Et il ne me voyait plus jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur me pardonne, bien aimé. Je ne suis pas en train de me glorifier. Je suis une manière de déconfesser. C'est une manière aussi d'humilier Satan pour ce qu'il a fait. Une manière de demander pardon chez les personnes que je ne peux plus voir pour demander pardon. Parce que je suis partie en Kinshasa, je voulais voir le monsieur, mais je ne l'ai plus vu. Je ne sais pas, il n'était plus là. Même quand je ne connaissais même plus son nom, je l'ai oublié. Donc, du coup, j'ai trouvé les autres personnes qui vendaient, mais lui, je le rappelle les années, je dis, il y a un monsieur, mais la personne même qui vendait ne me comprenait pas. Donc, je demande pardon vraiment pour tout ce que j'ai eu à faire. Alors, les personnes là, j'ai commencé à combattre ce foyer. J'ai commencé à combattre le monsieur, un homme marié, là, que non, il faut qu'il laisse sa femme pour me prendre. Bien aimé, je ne le connais pas. Je ne connais pas là où il a commencé avec sa femme. Je me suis retrouvée à combattre ce foyer. Alors, j'ai commencé à dire que je suis enceinte de lui. Je n'étais pas enceinte. Alors, ça n'a pas mis du temps. Il a voyagé, il m'a laissé. Et je lui appelle que, mais tu es parti, moi je suis enceinte et tout ça. Il commence à faire le bruit. Parce que pour moi, il doit me prendre en mariage. Et il doit laisser cette femme-là qui est sa femme.
Alors, il a envoyé sa grande sœur pour dire non, il faut aller prendre Arlette. Avant, je m'appelle Arlette. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas pu dire mon ancien nom. C'était Arlette que je m'appelais. Alors, sa grande sœur m'a amené dans une clinique. On est parti. Parce que son frère l'a dit, il faut l'amener à l'hôpital pour tester, voir si c'est vrai qu'elle est enceinte. Je n'étais pas enceinte, bien aimée. On m'a amené. Au moment où on note tour pour rentrer dans la salle de consultation, je ne sais pas quoi, ce qui s'est passé. J'ai fixé simplement le médecin, je l'ai regardé. Je ne sais pas s'il a compris, je ne sais pas. Parce que je ne pouvais pas parler parce que la belle-sœur était là. Donc, du coup, j'ai regardé seulement le médecin. Après, la dame voulait être là. Le médecin a dit non, non, non. Vous ne pouvez pas être là où je consulte. C'est mon travail, ça fait partie de mon boulot, tout ça, comme vous connaissez. Alors, la belle-sœur était sortie. Je me suis assise sur le bureau. Et ce monsieur, je lui ai dit, docteur, je ne suis pas enceinte, mais il faut que tu m'aides. Voilà, je lui ai expliqué l'histoire. Ah bon, oh, ok, il n'y a pas de problème, c'est un petit problème. J'ai dit, si tu veux l'argent, je vais te donner. Et si tu veux mon corps, je vais te donner. J'ai oublié, je ne sais pas si je lui ai donné l'argent ou je ne sais pas, mais je crois que je n'ai pas couché avec lui. Alors, il a pris le jet test qui était là, qu'il avait fait pour quelqu'un d'autre. Après, il a ouvert la porte, il a appelé ma belle-sœur pour lui dire, voilà, elle est enceinte. C'est vrai qu'elle est enceinte et je n'étais pas enceinte, bien aimée. Le monsieur a dit non, il faut aller la prendre, il faut l'amener à la maison, voilà, elle est enceinte, elle ne peut pas continuer à rester seule. C'est là où il quitte la maison de location. Tout ce que j'ai tenté de faire là. Et j'ai les enfants qui m'attendent parce que j'ai là trouvé de l'argent pour les nourrir. Ma mère était là. Je me suis retrouvée là-bas au foyer. Vous voyez, 2 semaines après, mais ma suite doit revenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il fallait chercher une stratégie. Et cette stratégie qu'il fallait faire, cette stratégie qu'il fallait faire, bien aimé, il fallait mentir, chercher à faire quelque chose de nouveau. Va faire derrière sagesse. Alors, vraiment, excusez-moi. J'ai pu mentir à cet homme pour dire je suis toujours enceinte. Malheureusement, je ne l'étais pas. Il dit 2 semaines, il fallait que les menstrues arrivent. Les menstrues, quand c'est arrivé, je dois chercher une stratégie pour m'en sortir. Parce que s'ils savent que je n'étais pas enceinte et j'ai menti, ça, c'est un gros problème. Alors, j'ai appelé un médecin qui sont avec moi dans le passé. Je l'ai appelé, je ne vais pas dire son nom. Et quand je suis repartie en Kinshasa, je suis partie les évangéliser, les dire que voilà, le Seigneur m'a fait grâce et je suis chrétienne maintenant. Parce que je me rappelle que le médecin là m'a amené même dans une église. Il m'a amené dans cette église-là où il a failli même, j'ai risqué même de sortir avec son pasteur. Vous voyez. Alors, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Il dit non, viens au bureau, on va bien parler. Je suis partie, je l'ai expliqué. Il dit ah là, il y a un problème, tout ça. Parce que le docteur en question, il était marié, donc du coup, il ne pouvait rien faire avec moi. Donc il était maintenant comme un frère, je pouvais le dire, je pouvais l'expliquer tout ça. Il a dit non, il n'y a pas de souci. Il connaissait que je sortais avec ces messieurs-là. Alors il m'a dit il faut que à partir de quelques jours là, il faut que tu commences à dire tu as mal au dos, il faut que tu commences à faire un peu les petits trucs que gens te soulèvent, un petit truc que tu cries, tout ça. Les stratégies. Vraiment, j'ai utilisé ces astuces jusqu'à le jour où les règles commencent à couler. J'ai fait comme si j'ai glissé. Je suis tombée. Après, oh non, mal au dos, ça commence à sortir, tout ça là, oh, amener à l'hôpital et tout ça. Je dis non, il faut aller, le monsieur n'est pas là, faut pas qu'on nous fait le premier d'argent, on va aller dans le médecin et tout ça, que je connais, on est parti dans ce médecin-là, à sa clinique. C'est là-bas où j'étais, il a regardé, oh non, c'est vrai, il y a menace d'avortement, l'enfant cherche à sortir. Il doit être interné, on m'a mis les pieds en haut, tout ça, c'est les stratégies. Bien aimé, je n'étais pas enceinte jusqu'à la femme l'a retournée à la maison. Elle dit donc, je pars d'abord chercher de quoi manger, je vais revenir. Tout ça, c'est là où je descends les pieds. Je commence à rencontrer dans l'hôpital parce que tout l'hôpital me connaissait. Alors, le deuxième jour qui arrivait, le sang devait sortir beaucoup. Pour ce que vous connaissez, le massue sort, le deuxième jour, le massue sort beaucoup. Alors, c'était sorti beaucoup. Et il fallait que ça soit la présence de cette dame. Au moment où elle rentre, moi aussi, je dois me mettre debout comme si je voulais aller me soulager. Alors, elle vient quand elle m'attrape, en tout cas, le sang commence à couler sur mes pieds. Oh, amenez-le, on m'a transporté là où ça. Oh non, on ne peut plus rien faire.
l'enfant est déjà sorti, il faut qu'il était nettoyé et tout ça. Là. Donc, je n'étais pas enceinte. Le monsieur avait envoyé l'argent. On avait partagé l'argent avec le docteur. Bien aimé, vous dire que quand Satan vous met à son service, il y a une intelligence même que tu as, toi-même tu ne connais pas là où ça vient. Il y a une intelligence que tu ne contrôles même pas. Parce que tous les astuces là me venaient comme ça. Ce n'est pas que non, j'ai étudié ça ou j'ai calculé. Même lorsque j'ai menti que j'étais enceinte, je n'avais jamais calculé que 2 semaines après, je vais régler. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je n'avais jamais eu ces pensées. Mais sur place, Satan te donne qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme ça le monsieur est venu. Quand le monsieur vient, je commençais à pleurer, genre, là, peut-être on s'est séparés, tu vas maintenant me laisser, tout ça. Il a dit, non, je ne te laisse pas, tu restes toujours ma femme. Donc, vous voyez un peu ça, les trucs. Tu es un homme marié, bien aimé. Alors, on a remis ensemble. J'avais toujours le plan dans ma tête. Je dois prendre sa grossesse, bien aimé. Ah là 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 là. Cet enfant-là, c'est moi-même qui l'élève aujourd'hui. Cet enfant, c'est moi-même qui s'en occupe. Parce que je me disais, comme il a l'argent, quand je vais prendre sa grossesse, donc, je vais contrôler son argent, il va commencer à me donner, il ne se séparera pas de moi et tout ça. Vous voyez un peu le mensonge de Satan pour détruire nos vies. Alors, j'ai calculé, je l'ai encore piégé. Parfait, cette fois-ci, j'ai pris la vraie grossesse. J'ai pris la grossesse. Alors, quand j'ai pris la grossesse, bien aimé, il était content, il était heureux, il m'a donné, il est parti, m'a loué la maison, j'ai habité au parc Virunga, au parc Virunga à machin, à parc Virunga, au nom de Jésus-Christ, je me suis retrouvée, au parc Virunga, là où on louait la maison. C'est là-bas qu'il m'avait pris une maison que j'habitais avec la grossesse. Il m'a pris la ménagère, il a amené aussi les gardes de corps parce qu'il était aussi chef à la police. Donc, il avait amené le policier, là où il restait, le policier le gardait. Alors, je restais là jusqu'à j'ai accouché. Quand j'accouche, 6 mois après, la femme venait de 6 mois. Il voyageait d'habitude, en tout cas, il voyageait partout, il partait partout, il voyageait. Alors, 6 mois après, l'enfant avait 6 mois après, il a voyagé. Quand il a voyagé, ce voyage-là, c'était un autre voyage, c'était le voyage qui n'était pas pareil que les autres voyages qu'il avait toujours l'habitude de faire. Après, je me suis restée là. Premier jour, deuxième jour, jusqu'à une semaine, on ne parle pas. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Mais quand je pars dans les cabines publiques, à l'époque, il y avait les cabines publiques à la rue. Quand je l'appelle, quand il écoute ma voix, simplement que c'est moi qui l'appelle, il raccroche. Il n'est pas resté avec moi. Alors, je commençais à m'enfoler, je commençais vraiment à avoir la tête à l'air, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Là, au début, je me disais que peut-être, comme c'est quelqu'un, c'est peut-être pas dans les guerres et tout ça, peut-être les zones rouges, il ne peut pas décrocher le téléphone. Mais quand je partais dans les cabines publiques et que quand j'ai appelé, il répondait. Et quand il écoute que c'est moi, il raccrochait aussitôt et il ne répondait plus. C'est là où j'ai commencé à soupçonner, on dirait qu'il y avait un problème. Or, le monsieur bien-aimé, il est retourné dans les bras de sa femme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et toi qui se contacte des hommes mariés, qui te donne tout, que tu as récupéré, sa femme pleure, sa femme souffre, toi tu dis selon toi, tu vas comme si tu es une femme plus forte, une femme plus belle, une femme qui a tout parce que tu as arraché le mari d'autrui, bien-aimé, Satan a de jouer avec toi. Satan a de jouer avec toi parce que non seulement tu ne verras pas Dieu, mais ta vie, tu viendras te réveiller trop tard. Tu as terminé ta vie pour un homme d'autrui qui retournera à la branche de sa femme. Alors, j'ai laissé, comme tellement j'ai forcé, ça ne marchait pas. Après, un jour, j'ai vu un monsieur qui est venu. Maman Marie, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que nous avons déjà dépassé les minutes. Nous allons faire encore prochainement. Vous allez encore décortiquer et parler. Et nous avons vu le mensonge du diable, une fille inoffensive qui venait de Kasaï. Et il y a des horreurs de la vie. Le diable, le diable n'a pas changé de mission. Le diable ne nous donne pas de cadeaux. Le diable, comme la Bible dit, c'est comme un lion rugissant, cherchant
c'est lui qui le dévorera. Et ce n'est pas que parce que vous êtes inoffensive, parce que vous êtes innocente, ou parce que ou vous êtes peut-être inconsciente que le diable va vous faire de cadeaux. Vous avez vu le tactique du diable, c'est toujours la même chose. Et il va se transformer en l'ange de lumière, venant vous faire de cadeaux, mais en réalité, sa mission est pour détruire. Et on a vu la transformation de la sœur Arlette, qui était une fille vraiment aimable, inoffensive, à devenir une prostituée. Et de la prostitution, elle commence à fréquenter deux hommes mariés. Et après cela, l'histoire monte. Et vous avez vu que après cela, elle commence aussi à fréquenter de maisons de charlatans. Et vraiment, prochainement, je crois que nous allons écouter maman Akachi, maman Marie, qui va vraiment nous parler de beaucoup de choses, leur relation, comment ça a évolué. Et elle va aussi nous parler de la maladie qu'elle a attrapé dans ces chemins-là, les chemins qu'elle suivait. Elle va aussi nous parler de beaucoup de choses et notamment aussi ce qui est vraiment important dans ces témoignages, ce qui rend ces témoignages puissants, c'est que après cela, elle a fait une expérience de la mort imminente. Elle a perdu sa vie et Dieu l'a fait montrer beaucoup de choses et notamment une sœur qui était chanteuse chrétienne, Marie Misamou, qui avait aussi envoyé un message à maman Marie Akachi. Et prochainement, vraiment, restez branchés dans notre chaîne de YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous allons écouter maman Akachi prochainement et dans cet épisode numéro